Au sommaire de ce live, dernière ligne droite pour le budget de l'État, le sommet sur l'Ukraine qui se poursuit à Berlin et la France qui demande le report des prochaines échéances sur le Mercosur en pleine crise agricole. Et la fin de parcours à haut risque pour le budget de l'État. Tout va se jouer cette semaine pour le texte, rejeté en première lecture par les députés, mais qui devrait être adopté ce lundi par les sénateurs, majoritairement de droite et du centre. Un projet de loi de finances 2026 qui passera ensuite en commission mixte paritaire vendredi prochain. Les élus du Palais du Luxembourg et ceux du Palais Bourbon tenteront alors de s'accorder sur une version commune. En cas d'échec de cette CMP, le texte serait renvoyé en nouvelle lecture devant les deux chambres, ce qui rendrait son adoption impossible avant le 31 décembre, délai constitutionnel. Le gouvernement devrait alors recourir à une loi spéciale et la présenter en Conseil des ministres avant vendredi. Celle-ci permettant à l'État de lever l'impôt et d'emprunter en attendant le vote d'un nouveau budget. Un parcours donc encore semé d'embûches et devant lequel Elisabeth Borne encourage le gouvernement à l'utilisation du 49.3. Dans un entretien aux Parisiens, l'ancienne première ministre, qui a utilisé l'article à 23 reprises, a appelé Sébastien Lecornu à prendre sa part de responsabilité pour faire adopter un compromis global. Pour l'heure, Matignon se refuse à évoquer le 49.3, s'étant engagé auprès du Parti socialiste à ne pas déclencher cette arme constitutionnelle. On enchaîne avec la suite du sommet sur l'Ukraine à Berlin. Des pourparlers qui ont duré 5 heures hier après-midi, rassemblant Volodymyr Zelensky et ses alliés français, britanniques et allemands, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz. Beaucoup de progrès ont été faits, a salué l'émissaire américain Steve Witkoff à l'issue de cette première journée de discussion. Des négociations qui portent sur le plan de paix élaboré par la médiation des États-Unis, déclinées en 20 points mais jugées trop favorables à Moscou. Avant le début de ces pourparlers, Volodymyr Zelensky avait déclaré être prêt à renoncer à sa demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en échange de garanties bilatérales de sécurité conclues avec les États-Unis, l'Europe et un certain nombre d'autres pays, comme le Canada ou le Japon. Des garanties tenant lieu de compromis pour mettre fin à la guerre avec la Russie, près de 4 ans après son invasion. Le dirigeant de Kiev a prévu de s'exprimer dans la journée. Il espère convaincre Washington qu'un cessez-le-feu soit possible sans concession territoriale préalable au Kremlin. Et on termine avec le Mercosur et la France qui demande le report de la prochaine échéance avec l'Union européenne. Toujours opposée à ratifier l'accord en l'état et en pleine crise agricole, l'Élysée estime que le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français et sollicite donc un nouveau délai auprès de la Commission de Bruxelles. Matignon avait auparavant indiqué que les conditions n'étaient pas remplies pour un quelconque vote des États européens. La France demande que les échéances de décembre soient repoussées pour continuer le travail et pour obtenir des mesures de protection légitimes de notre agriculture européenne, a expliqué le communiqué du Premier ministre. Prévu ce samedi 20 décembre, le sommet du Mercosur vise à entériner ce traité de libre-échange avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, et cela aboutirait à un marché commun de 722 millions d'habitants. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit au préalable obtenir le feu vert des 27 entre mardi et samedi. La France, de son côté, exige des clauses de sauvegarde ainsi que des mesures miroirs afin que les produits importés respectent les normes environnementales. Une position qui fait écho au soulèvement massif du monde agricole ces derniers jours, mobilisé initialement contre l'abattage systématique des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes lestées par les résultats décevants de certaines valeurs technologiques américaines comme Broadcom. Le CAC 40 s'est érodé de moins 0,21%. La cote parisienne se situe à 8068 points et a abandonné moins 0,57% en bilan hebdomadaire.
À Francfort, le DAX a rendu moins 0,45%, terminant à 24 186 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a gagné 0,66%. À Londres, le FTSE s'est tassé de moins 0,56%. Il pointe à 9 649 points. En rythme hebdo, l'indice s'est effrité de moins 0,19%. Direction Wall Street, où les indices ont terminé eux aussi en nette baisse après les records de la veille, toujours perplexes quant à la rentabilité réelle de certaines valeurs du secteur de l'IA. Le Dow Jones a donc cédé moins 0,51%, s'établissant à 48 458 points, mais il s'est hissé de 1,05% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500, lui, a flanché de moins 1,07% à 6 827 points et il a reculé de moins 0,63% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il a lâché moins 1,69% et se situe à 23 195 points. Il a reflué de moins 1,62% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui ont fondu la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 61,17 $ et s'est contracté de moins 2,10% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a décroché de moins 2,26% sur la semaine et pointe à 54,51 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1737 $ face au billet vert et a grimpé de 0,80% sur la semaine. Enfin, le Nikkei à la bourse de Tokyo ce matin a fortement décliné, une chute de moins 1,31%. Voilà pour ces dernières infos. On va marquer une page de pub et on se retrouve juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.